Bien, bonjour et bienvenue sur Diagonale TV, l'actualité internationale du jeu d'échecs, reprise ce mois de septembre avec évidemment le grand maître international Éloi Orlange. Bonjour Éloi. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, donc bienvenue pour la reprise, hein, c'est la grande rentrée, septembre 2006. Alors Diagonale, c'est une longue histoire, alors on va peut-être en reparler un petit peu avant de revenir. Évidemment, on va suivre l'actualité dans cette émission, c'est évident, mais peut-être revenir aussi sur l'histoire de Diagonale. Alors Diagonale, c'était quoi et pourquoi ça s'est arrêté, pourquoi ça reprend? Alors Diagonale, c'était l'actualité internationale des échecs qui a commencé en 99 avec Canal Web, donc cette belle société qui faisait de la vidéo à la demande sur Internet, précurseur, hein, donc en 99. À l'époque, c'était pas du tout, la technologie n'était pas encore présente, la bande passante marchait pas très bien, la vidéo sur Internet était un pari risqué, qui s'est avéré d'ailleurs très risqué puisque Canal Web n'a pas été peut-être trop en avance sur son temps. En tout cas, la boîte n'a pas réussi à résister aux vidéos gratuites, hein, c'est-à-dire que tout était gratuit. Donc il y a eu des problèmes, la boîte a fermé, mais maintenant ça reprend. Et où n'a pas aussi réussi, peut-être un peu comme d'autres sociétés, à faire son entrée en bourse avant que le marché se retourne, entre guillemets. C'est une autre possibilité. Mais voilà, en tout cas, donc, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien, ça reprend tranquillement. Tranquillement, tout à fait, oui. Tranquillement. À noter que c'était quand même une production indépendante, qui était diffusée sur Canal Web, évidemment, et qui maintenant donc, reprend sa route, en fait, indépendamment d'un diffuseur, puisqu'on est maintenant diffusé sur Internet, et c'est ce qui nous permet d'avoir une indépendance totale. Et on va parler donc maintenant de cette actualité, de la rentrée, on tombe bien, puisqu'on est à la rentrée 2006. Et de quoi on parle à la rentrée 2006, essentiellement? Eh bien, on parle systématiquement du championnat de France d'échecs. Championnat de France d'échecs qui est le tournoi donc français, qui éclipse tous les autres au mois d'août, puisqu'il n'y a pas d'organisations qui sont autorisées en dehors de ce championnat de France. Ouais, autorisé par la fédération. C'est le plus grand événement franco-français, on va dire. Évidemment, il y a d'autres événements en France qui sont très grands. On va citer évidemment le Corsica Circuit, qui était le plus grand événement français et un des plus grands du monde, tout simplement. Il y a d'autres événements aussi. Il y a les Grands Prix, évidemment, qui sont organisés à Bordeaux ou à Aix, mais il y a aussi Capelle-la-Grande. Il y a aussi le Championnat de Paris, qui est un très grand tournoi aussi. On peut également parler du Top 16, quand même, le championnat de France par équipe, qui accueille régulièrement les meilleurs joueurs du monde. Donc 16 équipes, notamment le Nao Chess Club. Nao Chess Club qui probablement va s'arrêter. En tout cas, sous sa forme actuelle. Sous sa forme actuelle. Donc il y a des très belles équipes, des très beaux joueurs, donc ça fait partie aussi des grandes compétitions françaises, évidemment. Alors le championnat de France qui a la particularité non seulement d'être un tournoi où il y a énormément de joueurs qui viennent, alors c'est de l'ordre de 5, 600, 700, voire jusqu'à 1200 joueurs pour un championnat de France qui s'est déroulé à Marseille, qui est un record. Mais c'est aussi pour le national, donc, parce qu'il y a plusieurs tournois dans le championnat de France, il y en a pour tous les niveaux, en fait, il y a du débutant au confirmé. Et maintenant, il y a deux nationaux même, puisqu'il y a un national A pour les plus forts grands maîtres, et le national B qui est pour la réserve maintenant de grands maîtres. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de grands maîtres en France, et maintenant, on est obligé de faire deux championnats nationaux. Oui, effectivement, il y a le nombre de joueurs, le nombre de grands maîtres s'est multiplié, donc il y a de plus en plus de joueurs. L'élite aussi française est de plus en plus forte, hein, puisque maintenant, avec Lautier, Bacrot, Fraissinet, donc Katchiev qui est devenu français, Maxime Vachier-Lagrave qui pointe vers les 2600 en plus, on a une très très belle, on a une tête de championnat qui est extrêmement forte. Donc effectivement, on a fait un National B, c'était un essai, hein, je pense, je ne sais pas si ce National B va être réédité, mais donc le National B, c'est pour les joueurs de 13 à 24, c'est-à-dire que c'est les 12 suivants. Voilà, et maintenant pour se qualifier pour le championnat de France, alors évidemment il y a toujours la condition de Elo, si on est très fort en Elo, on va être qualifié, je crois que peut-être les 6 premiers Elo doivent être automatiquement qualifiés, je suppose. Alors il y a des critères, par exemple on prend les 5 derniers champions de France, les 2 derniers vice-champions de France, les 5 derniers du championnat de France de l'année précédente. Il y a des critères comme ça, et ensuite c'est par ordre de liste Elo. Voilà, et il y a aussi le National B qui qualifie. Voilà. Je crois qu'il y en a 2, qui montent dans le National A de façon certaine, ils sont sûrs d'être qualifiés. Alors on voit une baisse de fréquentation du championnat de France, légère baisse, hein, puisque là il y a eu un peu moins de 800 joueurs je crois à Besançon cette année. L'explication probablement est due à un refus du public de rester 2 semaines, parce que c'est très long le tournoi, ça dure 11 rondes plus un jour de repos, arriver un jour avant, partir un jour après. C'est très long, donc je pense que le public, le joueur moyen, le joueur de club moyen, l'amateur d'échecs, a envie d'un tournoi plus court ou de cadence plus rapide éventuellement, un tournoi qui durerait plutôt 8 ou 9 jours, voire 10, mais pas 2 semaines. 2 semaines, ça peut justifier effectivement la baisse de fréquentation de ce championnat de France. Alors il y a peut-être plusieurs paramètres, c'est difficile d'expliquer toujours effectivement une baisse. Alors il y a ça, mais il y a peut-être aussi une multiplicité des tournois. Maintenant il y a de plus en plus de tournois, il y a énormément de tournois l'été, je veux dire, ils sont presque même souvent concurrents.
Et peut-être aussi, comme il y a une grande offre, peut-être les gens vont plus dans des tournois, dans les lieux où ils veulent aller, et puis du coup ils vont pas au championnat de France parce qu'on peut pas non plus passer 2 mois à jouer aux échecs. C'est exact, effectivement, on peut être tenté par les tournois de la Côte d'Azur, il y a Nice, Cannes, il y a des beaux tournois comme ça. Ou en Aquitaine, il y a de très beaux tournois en Aquitaine. Très beaux tournois en Aquitaine, sans doute. Il y a le Crayon, il y a aussi le Pic d'Annick, maintenant on connaît les Pyrénées, je crois qu'il y a aussi, il y a Condon qui n'est pas en Aquitaine, mais qui est à côté. Oui, rappelons que Stéphane est quand même de la région de Bordeaux, donc d'Aquitaine. Je fais un peu de pub. Effectivement, un peu de pub, ça fait jamais de mal. Mais effectivement, non, le championnat de France garde quand même un statut festif. C'est là où tout le monde se retrouve, c'est là où il y a le plus de joueurs. Donc normalement, c'est le tournoi qui attire les amateurs d'échecs. Surtout là, il y a les stars en fait. Donc on peut quand même voir aussi les stars avec une projection des parties, avec des commentaires. C'est ça. Et on peut côtoyer les plus grandes stars françaises qui sont Lautier, qui sont Fraissinet, qui sont Katchev maintenant. Qui sont Igor Nataf aussi par exemple. Il y avait encore Etienne Bacro il n'y a pas longtemps, mais maintenant c'est pas qu'il s'est arrêté, c'est qu'il est passé à un cap plus international qui fait qu'il a plutôt envie de jouer des tournois encore plus forts. Disons qu'Etienne Bacro a gagné 5 fois de suite quand même. Ouais, ce qui est un record. On peut comprendre qu'il ait eu envie de freiner un peu ce tournoi, qui devient assez risqué d'ailleurs au niveau des points Elo, parce que mine de rien les adversaires se défendent, ils sont tous très très bons, c'est très dur de gagner des parties. C'est incertain et Etienne Bacro qui a gagné 5 fois de suite se dit qu'il préfère jouer les super tournois que le championnat de France. Mais bon, nul doute qu'il va revenir parce qu'en fait là il n'a pas joué, pas forcément parce qu'il pensait que le tournoi n'était pas pour lui, mais simplement parce qu'il avait son match contre Kamsky à préparer, puisqu'il joue un match des candidats contre Kamsky en septembre. Donc gros match, donc grosse préparation obligatoire. Match des candidats ça reprend, hein, donc c'est très important pour Etienne Bacro de bien réussir ce truc-là. Donc il n'a effectivement pas joué le championnat de France qui est quand même un tournoi fatigant. Tout à fait. Alors il y a aussi peut-être un autre point à noter pour cette année, par exemple. Donc, il y a le tournoi Accession, qui est le tournoi qui qualifie pour le National B maintenant, et qui a été, je crois qu'il y a eu une demi-surprise, on dirait. Je crois que c'est Romain Edouard qui a terminé 2e, et qui lui est un grand espoir aussi français. Hein, il est très jeune. Romain Edouard, la première fois que j'ai vu ce joueur, c'était à Port-Barcarès en finale du top 16, donc l'année passée. Il avait fait forte impression puisque en fait il joue très très bien. Il était bon, il n'est pas très grand. Enfin il avait l'air de rien. Il est très jeune, hein, il est très très jeune, mais il joue déjà très très bien. Ses parties sont très impressionnantes. Donc effectivement c'est une demi-surprise. En fait c'est même pas une surprise, c'est-à-dire que pour moi il était probablement favori de l'Accession. Alors ça c'était pour les tournois Accession. Alors maintenant évidemment plein feu sur le national. Alors national, grande nouveauté cette année, c'est la présence de Vladislav Katchev, depuis très longtemps résident français au club de Cannes. C'est Damir Levassik qui l'a fait venir à Cannes et il a joué très souvent en France. Il avait joué le grand tournoi d'Anguin par exemple, et il avait joué aussi le Grand Prix de Bordeaux en l'an 2000. Il avait fait une belle prestation aussi, et il a joué tout un tas de tournois en France. Il est surnommé Mister Blitz, c'est un des meilleurs joueurs du monde en Blitz, en partie rapide, donc extrêmement rapide. Beau gosse aussi, très dandy, on l'appelle le dandy du jeu d'échecs. Oui, effectivement, il a un beau style. Il a un beau style. Et Vladislav Katchev, donc, qui est naturalisé cette année depuis je crois le mois d'avril. Oui. Donc c'est très très récent. Et qui, un petit peu comme je crois l'a fait Anatoly Weisser, c'est-à-dire l'année où il devient naturalisé, où il est naturalisé, où il devient français, eh bien il joue le national et il le gagne. Oui, alors Vladislav Katchev a toujours été amoureux de la France, comme beaucoup de Russes, comme beaucoup de joueurs russes. Il s'est impliqué beaucoup dans le développement des échecs français, puisqu'il a été habité à Cannes, il a donné des cours à tout un tas de gens, de joueurs. Il parle français couramment, donc tout naturellement il a été naturalisé français, je ne vois pas ce qui aurait pu se passer d'autre. Il arrive au national et il fait un très très bon tournoi, très belle performance, +4, assez facile, les parties qu'il gagne sont très très propres, il a un très très beau style. Effectivement, il a une particularité au niveau des blitz, Stéphane, c'est qu'il est très rapide. Et Christian Bauer me disait, ce qui est très dur avec Vladislav Katchev, c'est qu'il joue les mêmes coups en blitz qu'en partie longue, sauf qu'il les joue tout de suite. Alors, justement, peut-être on va passer sur le classement français, tout de suite, on va pouvoir voir ici, alors je ne sais pas si on peut le voir exactement, mais en tout cas, il est disponible sur Internet, hein, sur le site de la FIDE. Ici, on l'a... FIDE.com, FIDE.com. Et on voit en premier donc Etienne Bacro, en deuxième Joël Lautier, toujours et en là, troisième maintenant donc Vladislav Katchev, qui prend la 3e place et qui souffle à Laurent Fraissinet la 3e place. Il était 4e l'an dernier parce qu'il était derrière Christian Bauer. Et il est toujours 4e maintenant, c'est parce qu'il est derrière Vladislav Katchev, puisque Bauer lui a perdu beaucoup de points l'an dernier.
Oui, Christian Bauer fait une très très mauvaise série. Là, on ne sait pas ce qui lui arrive. Il a une sorte de panne d'idées. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Bon, nul doute qu'il va revenir à son meilleur niveau. Mais là, il est passé en dessous des 2006, ce qui est quand même inattendu parce que c'est quand même un très très bon joueur qui joue a priori plutôt à 2630, 2640 que 2600. Voilà, vous pouvez retrouver ce classement des meilleurs joueurs français sur le site fide.com, fide.com, et vous allez dans Ratings, et puis là vous avez soit les meilleurs joueurs du monde, soit les meilleurs joueurs français en l'occurrence ici, oui. Avec donc cette belle troisième place de Vladislav Tkachev. Alors ce championnat de France, Éloi, s'est joué entre Laurent Fraissinet et Vladislav Tkachev, une course-poursuite on peut dire. Laurent Fraissinet a très vite pris les devants et suivi quasiment tout le tournoi par Vladislav Tkachev qui le remonte dans la dernière ronde, hein, je crois que c'est la dernière ronde. L'avant-dernière ronde où il bat Fabien Libizeski, une bonne partie. Alors ce qu'il faut voir, c'est que Laurent Fraissinet a une fois de plus souffert de son défaut principal, c'est-à-dire qu'il commence très fort et ensuite il a ce syndrome, il n'arrive plus à gagner, il s'endort un peu sur son résultat. Et donc, comme souvent avec Laurent Fraissinet, la fin de tournoi est mauvaise. Alors ici, elle n'a pas été catastrophique puisqu'il n'a pas perdu de partie, mais il a commencé avec plus 4 dans les 6 premières parties, c'est-à-dire qu'il a commencé par 5 sur 6, et ensuite il a fini avec que des nuls. Alors voyons ce tableau, si on peut nous mettre en incruste sur ce tableau. Voilà, on voit très bien Vladislav Tkachev premier, à égalité en fait avec Laurent Fraissinet au bout des 12 rondes, avec 7,5 points sur 11. Et ma foi, un parcours très très semblable pour les deux joueurs, avec une meilleure performance pour Laurent Fraissinet, mais qui est dû tout simplement au fait que c'est un tournoi fermé, que Laurent Fraissinet a un classement un peu inférieur à celui de Vlad, donc ce qui fait que c'est normal. Enfin, il fait 2700 à peu près de performance, même exactement, Laurent Fraissinet, ce qui est énorme, puisque ça le place dans les... S'il faisait toujours des résultats comme ça le placerait dans les 15 ou 20 meilleurs du monde. Oui. Et Vladislav Tkachev fait à peu près la même chose, à 2698, hein, donc... de performance, donc équivalent à 2 points près. Où ils ont tous les deux fait un parcours très solide, hein, puisqu'ils n'ont pas perdu de partie, 4 victoires et 7 nuls chacun. Donc effectivement, bon parcours. En général, le national se gagne effectivement à plus 4, voire plus 5 quand c'était Étienne Bacrot. Étienne Bacrot qui faisait des scores assez fleuves. Et on peut mentionner quand même la surprise de ce championnat. La véritable surprise, c'est Robert Fontaine. Oui, donc grosse surprise, c'est... la 3e place de Robert Fontaine, effectivement, qui fait une performance remarquable, 2670 Elo, 74 exactement. Sur 11 parties, c'est assez impressionnant. Une seule défaite hein, face à Ivan Sokolov. André, pardon, parce qu'Ivan c'est l'autre, c'est Ivan. Oui. André Sokolov, ancien candidat au titre mondial, puisqu'il était finaliste face à Karpov dans les années 90. Donc très très beau résultat de Robert Fontaine, qu'on voyait pas trop ces temps-ci, ces derniers temps, et qui là fait une super performance. Il a toujours bien réussi le championnat de France, Robert Fontaine. Là, il était qualifié avec 2518, il était qualifié de justesse parce qu'il avait terminé 5e de l'année précédente. Sinon, il n'était pas forcément... c'était le plus petit élo en dehors des qualifiés de l'accession de l'année passée. Donc Robert Fontaine qui était chaud, motivé, plutôt en forme. Hein, il avait l'air resplendissant, on va dire, bronzé, sportif. Donc ça joue quand même, parce que le tournoi est long, le tournoi est difficile, donc physiquement je pense qu'il a bien tenu le coup, donc il a très bien joué. Il n'a pas réussi à gagner la dernière ronde contre Vincent Collin avec les pièces blanches, sinon il aurait joué les matchs de départage avec Vladislav Tkachev et Laurent Fraissinet. Tout à fait. Alors ensuite, on voit une belle performance aussi de Vachier-Lagrappe, hein, notre jeune Maxime, maintenant membre de l'équipe de France, qui fait une belle perf, bon, à son niveau à peu près. Un peu plus. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en dessous, ils ont quand même 1 point d'écart avec Robert Fontaine. Ils ont 6 points. Donc 6 points, c'est moins bien. C'est-à-dire que Robert Fontaine avait 7. Il n'y a personne qui a 6,5. Donc Maxime fait une performance à 2600, ce qui est de son niveau. Il réussit toujours bien le championnat de France, mais là, il n'a pas fait un tournoi exceptionnel. Je voudrais juste un petit message à la régie qui nous entend, juste qu'on nous signale sur une feuille de papier le temps passé depuis le début de l'émission. Voilà. Une fois simplement qu'on puisse suivre l'évolution de cette émission, puisqu'on n'est pas encore super au point, notamment au niveau du temps. Alors, on va maintenant peut-être passer au cœur du sujet de cette émission, parce qu'évidemment, diagonale sans analyse, ça peut pas exister. Il faut analyser une partie. Évidemment, qu'est-ce qu'on a choisi? C'est une partie de Vladislav Tkachev. Alors, Vladislav Tkachev et Laurent Fraissinet ont fini à égalité. Ce championnat, et en fait le départage s'est fait en partie rapide. Oui, parce qu'on ne peut pas décerner un titre de champion de France à égalité de points. Ils ont fait tous les deux 7,5 contre les mêmes adversaires. Ça serait donc injuste d'utiliser un quelconque système de départage. Donc la logique veut des parties semi-rapides.
D'accord. Donc on va passer, alors tout de suite, avant de passer à l'analyse, on va voir quand même une petite vidéo justement. Donc comme ça s'est décidé entre Laurent Fressinet et Vladislav Tkachev, eh bien on a choisi de vous montrer des images du Grand Prix de Bordeaux 2000 où Vladislav Tkachev avait battu Laurent Fressinet dans le match de départage pour la 3e place. Et on va voir ces images dès que la régie voudra les lancer. Un très beau moment à l'époque filmé sur diagonale. Blanc au centre est très importante dans ce type de schéma où les possibilités d'attaque directe sont moins possibles parce que les rois sont l'un en face de l'autre, tout simplement. Voilà, si le roi blanc était à gauche, les blancs pourraient pousser ces pions devant le roi, mais actuellement, comme le roi est là, si on pousse les pions pour attaquer le roi noir, en même temps on affaiblit le roi blanc. Donc Laurent Fressinet, toujours fidèle à lui-même, il ne change jamais les coups qu'il prépare. Parce que j'ai fait quelques blitz récemment avec lui, des parties rapides, et il m'a joué exactement la même chose. Donc c'est une preuve de confiance. C'est une preuve de confiance, j'en avais parlé hier, donc on reconnaît là un trait psychologique chez le jeune joueur qui perdure, quoi, qui continue Absolument, il a confiance en lui, il a confiance dans ses ouvertures, dans son répertoire, et c'est pas une défaite de temps à autre qui va le faire changer ses opinions sur les ouvertures. Voilà, donc de belles images où Laurent Fressinet et Vladislav Tkachev étaient à s'affronter dans ce Grand Prix de Bordeaux. Donc c'était un peu ils s'étaient préparés finalement pour ce championnat de France 2006. 6 ans après, ils se sont retrouvés, mais là ils ont lutté peut-être à distance dans ce championnat. Et à la fin, ils se sont quand même retrouvés pour des départages où Vlad a fait, encore une fois, montre de sa supériorité en partie rapide. Oui, il est très très fort en partie rapide. A noter quand même que Laurent Fressinet a été vice-champion d'Europe de Blitz, qui est donc des parties de 5 minutes, devant Vladislav Tkachev. Laurent Fressinet est très très fort en partie rapide maintenant. Il est vraiment très fort parce qu'il a une préparation dans les ouvertures exceptionnelle. Il a travaillé beaucoup justement avec Ivan Sokolov, pas Andrei, mais avec le joueur batave. Il a une très très bonne préparation avec les noirs sur D4, il est parfait. Sur E4, il s'est mis à jouer l'espagnol, il a un répertoire très solide maintenant, et avec les blancs, il va chercher les points en jouant son E4 habituel. Donc Laurent Fressinet est très bon dans les ouvertures, très rapide, il calcule très vite, il est très bon techniquement, manque peut-être un peu de créativité dans certains types de positions, mais sinon c'est un joueur tout à fait exceptionnel, parfaitement adapté aux parties rapides. Tkachev également. Et qui semble avoir un jeu, Laurent Fressinet, un jeu naturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il fait beaucoup d'efforts. Ça a l'air assez intuitif son jeu finalement. En fait. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est quand même assez naturel, ça semble naturel en tout cas. Écoute, chacun son avis. Chacun son avis. Alors, on va voir une partie exceptionnelle de Vladislav Tkachev dans ce championnat de France 2006 face à Maxime Vachier-Lagrave. Une belle partie, presque une miniature, on peut dire. Oui, une partie très rapide, un peu moins de 25 coups. Vladislav Tkachev qui a très bien joué cette partie, on va voir. Mais ce qui est intéressant dans cette partie, Stéphane, c'est qu'elle est parfaitement fidèle au style de Vladislav Tkachev. C'est-à-dire qu'il fait exactement comme d'habitude. Il place bien ses pièces, il prend l'initiative, il domine l'échiquier, il met tout au centre, il prend toutes les cases. Et au final, une petite combinaison pour conclure. Voilà, on va voir cette partie donc face à Maxime Vachier-Lagrave qui est quand même aussi la grande révélation. Alors les échecs français sont en plein boom, on part de... Effectivement, il y a une petite désaffection au championnat de France, mais c'est d'abord qu'une petite désaffection. On a quand même une fédération qui a maintenant plus de 52 ou 53 000 licenciés, alors qu'il y a 20 ans, il y en avait quoi? Il y en avait 10 000. Il y a quand même maintenant une pléthore de grands maîtres en France et des stars qui éclosent. Bon, évidemment, il y a Étienne Bacrot, dont on espère encore d'excellents résultats, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois, mais qui a déjà réussi de grands résultats. On a Joël Lautier, bon, ça fait maintenant longtemps que Joël est sur le devant de la scène. On a évidemment Laurent Fressinet, on a Christian Bauer qui est arrivé après derrière. Et maintenant, il y a Maxime Vachier-Lagrave qui quand même... Et Romain Edouard. Et Romain Edouard, mais il y a aussi Jules Moussard, par exemple, aussi, qui est un jeune extrêmement prometteur. Il y a et chez les filles aussi, on peut dire que chez les filles, il y a quand même une grande progression. On a un maître international formé en France, parce qu'évidemment, il y a Almira, mais qui n'est pas française d'origine. Il y a Marie Sebag formée en France, maître international, et puis derrière, il y a de jeunes joueuses qui jouent de mieux en mieux. Pauline Guichard, par exemple, une jeune joueuse aussi qui a 2300 Elo, qui va peut-être donc passer maître international. Tout ça démontre qu'il y a de plus en plus de maîtres, il y a de plus en plus de grands maîtres en France.
Et je crois qu'en densité, même, on fait partie des meilleures nations du monde. Oui, exact. C'est vrai que si on prend les 10 premiers du classement, je crois qu'on doit être 4e. C'est-à-dire sur la moyenne Elo des 10 premiers joueurs, on est 4e derrière les Russes, l'Arménie probablement. Oui. Et si on fait un rapport par rapport à la densité de population, je pense que même on est peut-être même mieux que ça. On est bien. Donc on est même très bien. Alors, on va regarder cette partie entre Gatchev et Vachier-Lagrave. Voilà, tout de suite, cette partie, Éloi, que tu as choisie pour cette émission. Oui. Donc, Vladislav Gatchev à les Blancs contre Maxime Vachier-Lagrave. C'est la 4e ronde du championnat. Pour l'instant, Vladislav Gatchev a gagné une partie. Et là, il essaie de... il joue simplement. Cavalier F3. Alors, il faut voir déjà que Gatchev peut jouer également E4 au premier coup. Mais il joue principalement les ouvertures à base du pion dame, donc comme cavalier F3. On préfère ça. Et Maxime joue systématiquement la défense Grunfeld. La défense Grunfeld qui est une défense basée à base de fou en fianchetto, cavalier en F6 et l'avancée du pion en D5. Pas en D6 qui serait une astindelle, mais en D5. D'accord. Donc il connaît bien ces schémas-là. Voilà, il connaît très bien ces schémas-là. Il la joue très très bien, la défense Grunfeld. Notons que Maxime se prépare avec Arnaud Auchard, qui est quand même le grand théoricien français, un des experts de la théorie en France. Expert de la théorie. Donc Gatchev a cherché quelque chose d'un peu déviant pour éviter cette Grunfeld. Donc il commence par cavalier F3, cavalier F6. Voilà, donc pour l'instant sortie normale des pièces. Et maintenant il fait C4. Voilà, d'accord. Donc c'est pas tout à fait une Grunfeld ici, c'est ce qu'on appelle un système anti-Grunfeld. Maintenant sur le coup G6, eh bien, on poursuit par cavalier C3, et sur D5, on prend... Cavalier prend, et maintenant je crois qu'il y a des subtilités à base de dame à 4 échecs éventuellement. Oui. On n'a pas mis le pion en D4, donc ça change tout. Ça change tout. Donc c'est ce qu'on appelle un système anti-Grunfeld. D'accord, donc il essaie de contrer finalement ce que Maxime préfère. C'est ça. Donc là on rentre finalement, on est dans la préparation des joueurs, c'est-à-dire que les joueurs à ce niveau-là se préparent face à l'adversaire, connaissent évidemment leurs forces, connaissent leurs faiblesses. Et là, Vladislav Gatchev a vu les parties de Maxime Vachier-Lagrave sur les bases de données. Les joueurs utilisant énormément de bases de données. Bien entendu, avec des bases de millions de parties, donc toutes les parties de Maxime Vachier-Lagrave sont dedans. Et il a analysé son style et il a essayé à la fois de le contrer, c'est-à-dire de lui empêcher de jouer ses variantes favorites, mais aussi lui d'essayer de jouer des variantes qui pour lui sont faciles à jouer. Exactement. Donc ici il a voulu éviter les grandes lignes de la défense Grunfeld et il lui a joué ce petit système. Sur quoi Maxime a répondu par C5, et là on retombe dans une défense anglaise symétrique. Voilà, d'accord. Ici, alors donc là, très logique, le coup G3. Pourquoi c'est logique, Stéphane? Eh bien simplement, aux échecs, on rappelle les 3 grands principes des ouvertures, on va le rappeler puisque c'est la rentrée. Prendre le centre, sortir les pièces et roquer rapidement. Donc prendre le centre, ici on voit que le cavalier a été sorti vers le centre. On va mettre le fou sur la case G2, voilà, donc toujours vers le centre, qui prend la grande diagonale ainsi que ces 2 cases centrales, donc on va contrôler les cases centrales. Enfin, on ne les contrôle pas tout à fait, mais par transparence. Par transparence. Dès que le cavalier aura joué, le fou est susceptible d'attaquer ces cases, donc c'est un contrôle en deuxième main, mais c'est en général d'ailleurs les plus vicieux. Et ensuite on prépare le petit roc. Ce qui veut dire que dans 2 coups, on a sorti 2 pièces, pris le contrôle du centre, et mis le roi à l'abri, ce qui est quand même très très important. Donc voilà l'idée de Gatchev ici. Alors, Maxime fait pareil. Pour l'instant, c'est extrêmement symétrique. Tout ça est très logique. Mais aux échecs, on ne peut pas jouer symétrique jusqu'au bout. Ça ne marche pas, puisqu'on est mat avant l'autre. Oui, oui. Et ici, alors, petite astuce de Gatchev, il n'a pas mis le fou en G2 directement. Il a préféré s'imposer au centre tout de suite en jouant le coup D4. Donc évidemment, c'est théorique, Stéphane. Tout ça est bien connu. Il y a des parties de référence, donc on va avancer. Il n'y a rien de dangereux. De toute façon, on peut jouer presque tous les coups. Enfin, standards de développement dans ces positions-là sont jouables. Oui, oui. Il n'y a pas de subtilité, il n'y a pas de piège énorme sur ces premiers coups en tout cas. Pour le moment, tout va bien. Pion prend D4 est très logique. Donc on échange. C'est-à-dire que ici, les blancs menaçaient éventuellement de prendre C5 ou éventuellement de jouer D5. Donc de toute façon, on allait finir par le prendre ce pion. On ne voulait pas le laisser là plus longtemps. C'est pas mauvais d'échanger un pion du centre de toute façon. Donc c'est prendre D4. Cavalier prend D4, très logique. Alors évidemment, on évite sans doute de reprendre avec la dame. Alors on va peut-être rappeler ça pour peut-être ceux qui découvrent le jeu d'échecs ou qui savent un peu jouer. Imaginons qu'on prenne avec la dame, on peut peut-être le montrer. Ah oui. Et bien maintenant tout de suite, les noirs répondraient cavalier, probablement cavalier en C6,
Oui, ça c'est une possibilité. Il y en a une autre, Stéphane. Mais alors, effectivement, celle-là est la plus éducative. Mettre le cavalier en C6. L'autre option, c'est de mettre le fou en G7, tout simplement. Bien sûr. Avec attaque rayon X sur la dame. Mais le plus simple, c'est cavalier C6. La dame est attaquée tout de suite. La dame attaquée tout de suite, Donc, obligé de repartir. Voilà. Mettons en D1. Et on a perdu du temps. On a perdu du temps. Et en attendant, les noirs ont sorti une pièce. Maintenant, la position devient très facile à jouer pour les noirs, puisqu'après fou G7, on peut compter les pièces sorties. 3 pièces sorties contre une. Voilà. Avantage noir, Avantage simplement. On prépare soit D5, soit petit. Un mauvais coup quand même, et pouf, ça y est, l'avantage passe de l'autre camp. Hein. Ça peut aller assez vite. Donc, d'où l'intérêt de reprendre toujours avec les pièces de moindre valeur, en fait, de toute façon. Souvent, si on peut choisir, évidemment, plus. Enfin, s'il y a danger. Alors, c'est pas tout à fait ça, Stéphane. S'il y a danger, c'est quand même mieux de prendre soit avec un pion, ensuite avec une pièce, et après avec une dame ou une tour. En fait, ça dépend. Ça s'inscrit dans un plan de jeu. C'est-à-dire que si on avait décidé que la dame, elle avait un rôle important à jouer en H4, par exemple, eh bien, on aurait repris de la dame. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. La dame n'a rien à faire en H4, en tout cas pour le moment. Donc, effectivement, on préfère ne pas perdre de temps. Là, c'est une question de temps, tout simplement. C'est-à-dire que si on prend de la dame, elle se fait attaquer tout de suite, elle est obligée de repartir et c'est pas bon. Parce que, il sort une pièce en attaquant la dame, donc ça va pas. Donc ici, qui est prendre des 4 logiques. Cavalier. Fou G7, normal. Normal, on développe ses pièces, on prépare le petit roc, évidemment. Hein. L'idée, toujours, évidemment, c'est de mettre le roi E8 ici à l'abri, très vite, sur le côté. Le roc, toujours important de roquer assez vite. Quoique là, c'est une position de type fermé, on n'est pas super pressé non plus, mais bon, de toute façon, c'est un coup qu'il faut jouer tôt ou tard. Hein. Notons ici que ce qui est très important dans ce genre de position, c'est que l'avantage long terme est passé du côté blanc maintenant. C'est-à-dire que si les blancs sortent toutes leurs pièces parfaitement, eh bien ils auront un petit avantage, tout simplement à cause du pion C4. C'est-à-dire que si les noirs n'arrivent pas à jouer D5 pour échanger ces pions, ils vont jouer avec D6, et donc on aura un pion C4 contre un pion D6. Ce qui nous donne un avantage intéressant, c'est-à-dire cet avant-poste sur la case D5, on peut imaginer un trajet de cavalier qui viendrait se placer sur la case D5. Avantage d'espace, simplement parce que le pion C4 sera plus proche que le pion D6. Donc ici on peut considérer que si les blancs sortent toutes leurs pièces et les noirs aussi, que les noirs jouent avec D6, eh bien il y aura un petit avantage blanc sur le long terme. D'accord. Fou G2 c'est normal, petit roc. Petit roc. Cavalier C3, on blinde complètement la case D5 pour éviter donc on la libération empêche, des noirs. voilà, c'est-à-dire que si les blancs avaient roqué, peut-être Si qu'on les peut blancs montrer, avaient roqué, il est possible que là, justement, Maxime rentre dans ces schémas dont on avait parlé en début de partie. Là, il peut jouer le coup D5. il peut jouer le coup D5. Alors, Peut-être pas approprié, mais en tout cas, là, il est possible, techniquement, il est possible. techniquement, c'est possible de jouer le coup D5. Pas forcément extraordinaire, mais il faut, en fait, il va falloir vérifier. Quoi. Là, c'est bien, on est bien dans les ouvertures, mais je pense d'ailleurs que ça doit marcher, ce coup D5, puisque Tkachev ne l'a pas autorisé. Maxime l'aurait certainement choisi. Donc ici, cavalier C3 joué par Tkachev. Et maintenant, on arrive dans le débat, c'est-à-dire que Maxime ne veut pas jouer une position normale. Oui, alors s'il joue D6, on avait dit, il aurait peut-être un petit désavantage dû à la case D5. Dû à un avantage d'espace côté blanc, un fou G2 bien actif. Alors montrons pourquoi D6. Alors évidemment, D6, toujours. En fait, le problème pour les noirs maintenant, ça va développer ce fou là, fou C8 là. Oui. On ne sait pas trop où le mettre. Bon voilà, alors, on peut difficilement jouer B6. On va montrer pourquoi. C'est impossible. Voilà, parce qu'il y a un fou qui prendrait la tour. Hein. Voilà, ce fameux fou-là prendrait la tour, ça serait immédiat. Donc en fait, seule autre possibilité, ça serait D6, mais même en jouant D6, en plus, c'est pas facile parce que le fou contrôle toujours la grande diagonale. Voilà, il y a le pion B7. Donc ça va pas être simple de se développer. Et en plus, donc cette case D5 est quand même fermement dans on peut la montrer cette case, fermement aux mains des blancs et D6 reste un coup passif pour contre-attaquer au centre. Non, l'autre l'alternative sympathique, c'est de jouer cavalier C6 éventuellement, un peu plus conquérant. On va échanger une pièce au centre déjà, on va échanger ce cavalier D4. Ensuite, on va essayer de sortir nos pièces. Mais ici, Maxime a trouvé quand même mieux dans cette position, après cavalier C3. Il a joué l'idée remise à la mode par Igor Nataf. Ah, le fameux Igor Nataf. Le fameux Igor Nataf, qui lui est très très bien préparé aussi dans les ouvertures. C'est un joueur spectaculaire, Nataf. Hein. On l'a vu au championnat de France, notamment, je crois que c'est sa partie d'ailleurs face à... Je ne sais pas si c'est pas face à Fontaine, justement, où il joue une variante... non, c'est peut-être pas face à Fontaine. Enfin, vers la fin, en tout cas, il avait joué une variante un peu désuète, et d'ailleurs qu'il a perdu. Il a joué contre Maxime, une partie très très spectaculaire. C'est peut-être contre Maxime. Avec sacrifice de dame et tout le tralala, voilà, pour un échec perpétuel à la fin, mais c'était extrêmement chaud. Et Igor Nataf fait toujours des parties spectaculaires. C'est un très très beau joueur. Oui, je crois qu'il a joué une partie avec F5, E4, 5, F5. Quelque chose comme ça, vers la fin. Enfin, moi j'ai vu ça, mais enfin quelque chose d'un peu spectaculaire, etc. Mais il avait perdu. Mais ce qu'il disait aux commentaires, d'ailleurs, puisque Arnaud Auchard était aux commentaires, et il y avait aussi Jean-Baptiste Mulon, qui est un excellent commentateur de Mans, qui avait signalé que même si Nataf y perd, au moins il fait le spectacle.
Voilà, Ça, donc, c'est exact. Au moins, on en a pour son argent. Oui, tout à fait. Igor Nataf est un très très beau joueur. Donc ici, dans cette position, Igor Nataf a trouvé une idée assez originale qu'on va voir tout de suite. Le petit coup Dame C7, Alors qui qu'il a avait été joué joué par face- Maxime. Il a joué face à Levon Aronian, qui est quand même la star, qui est pas star n'importe qui, mondiale. qui est Il la doit être nouvelle numéro 3 grande, mondial. c'est la nouvelle grande star. Hein, Ouais. On peut dire d'Aronian qu'il a explosé cette saison, Ah bah complètement. quasiment inconnu Complètement. au début de la saison dernière. Il gagne Alors, la Coupe du Monde. Quasiment inconnu Stéphane. Non, mais quasiment inconnu de Allons-y l'amateur. doucement. Non, mais de l'amateur. De l'amateur. De effectivement, l'amateur. parce qu'il a quand même été champion du monde chez les jeunes. Il a Oui. fait des matchs contre Étienne Bacro. Non, mais C'était le concurrent d'Étienne Bacro au moment où les deux étaient. Non, mais en c'était tête. évidemment un très grand joueur, un super grand maître, puisqu'il avait déjà plus de 2650, je ne sais pas exactement, mais en tout cas en début de saison, c'était pas un Anand, un Shirov ou un Adams ou un Mais il est un jeune. Leko. Mais il est jeune. Il a 23 ans. Oui, mais cette année, il a tout écrasé. C'est-à-dire qu'il a il gagne la Coupe du Monde. Derrière, il gagne Linares. Ah oui, oui. Non, mais c'est... Il est très très fort. Et qu'est-ce qu'il a gagné d'autre? Il n'a pas gagné un troisième. Je ne sais pas s'il n'a pas gagné Chorus, non. Il Non, n'était je pas au pense Chorus, pas. non. Mais il a dû... Enfin, je sais pas, mais il a fait des résultats Ah oui, extraordinaires. c'est l'homme qui monte. Mais d'ailleurs, il a gagné la CP Tour. Voilà. C'est lui qui a gagné la CP Tour. C'est-à-dire, c'est le meilleur joueur de la saison, Aronian. Et donc, Igor Nataf a joué cette nouveauté dont tu nous parles, ce Dame C7, face à ce fameux Levon Aronian, mais il y a quelques temps. Il y a quelques temps, je crois que c'était aux Olympiades pas de Bled, mais non, c'était les Olympiades d'après. Bon, enfin, il y a quelques années, il a joué ça. Dame C7 attaque le pion C4. Voilà. Première chose. Déjà. Donc, déjà une menace simple. B3, c'est la défense normale de ce pion. Alors, dans ce genre de position, on n'a pas souvent envie de jouer B3 parce que justement, il y a le fou ici G7 et maintenant, par transparence, Alors, voilà, 3 pièces. Il n'y a plus le pion en B2 pour arrêter. voilà, il y a plus le temps de pièce 2 pour apprécier ce fou. Et il y a 3 pièces qui traînent. Bon, mais de l'autre côté, pour l'instant, on voit pas trop comment on pourrait déloger le cavalier D4 Exactement. qui verrouille très bien cette diagonale. Mais c'est toujours un coup où il faut réfléchir avant de le jouer. quand même. Cela dit, on n'a pas d'autres moyens de défendre ce pion parce que le coup de Dame D3, par exemple, s'expose à des arrivées de cavalier soit en E5 avec G4, cavalier E5, qui serait un truc standard, hein. En plus le cavalier en E5 attaquerait le pion C4 une fois de plus, soit à des avancées de développement, cavalier A6, cavalier C5, on va gagner du temps sur la dame. Oui. La dame en D3 est sur une case exposée. Donc on n'a pas envie de jouer Dame D3, mais maintenant comment on défend le pion? Eh bien, il ne reste plus 36 solutions. Hein. Dame B3, c'est pas terrible, c'est très moyen, hein, toujours à cause du cavalier qui peut revenir en C5. En plus, le cavalier D4 serait en prise, ce qui veut dire qu'on peut jouer des découvertes, des choses comme ça. Donc ici, B3 normal. Et là, c'est là que le coup d'Igor arrive, le coup D5, sacrifice de pion. Il donne un pion ici, puisque la caisse D5, Stéphane, comme on l'a dit, avait été plutôt bien contrôlée par Tkatchev, hein, 3 pièces. Mais on joue quand même ce coup D5. Alors pourquoi on joue ça? Eh bien, effectivement, Stéphane, l'explication tient en un mot, c'est ce fou G7 qui, dans toutes les variantes, va se réveiller. Ça, c'est toujours la nouveauté d'Igor Nataf. C'est ça. Ça avait été joué avant, mais ça a été remis à la mode par Igor Nataf. D'accord, mais ça veut dire Levon Aronian avait joué B3 aussi. donc. Levon Aronian et le jeu B3. Ici, on est dans la partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est une conception qui a l'air assez douteuse pour les noirs, parce que la dame en C7, elle est mal placée. Les cavaliers peuvent sauter en B5, le fou peut aller en F4 pour l'attaquer. Bref, la dame en C7 n'est pas très bien placée, le pion D5 il est en prise, donc tout ça a l'air douteux. Mais il se trouve qu'après analyse approfondie, évidemment Igor Nataf n'a pas joué ça sans bien connaître, eh bien les blancs ont des problèmes pour prendre l'avantage. Donc le coup principal était cavalier prend D5, je crois que c'est ce qui a été joué dans la majeure partie des parties, et la nouveauté de Tkatchev qui avait préparé cette position-là, Stéphane, c'est petit roc. D'accord. Qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais qui est un coup peu joué. Donc ça veut dire que là, quand même, on Compris. est toujours dans la préparation à la maison. Voilà. Et Ça veut dire que à ce niveau-là, sans préparer à la maison jusqu'à là, jusqu'au moins 10, 12, voire 15e coup, c'est très difficile de tenir la comparaison et de trouver des choses sur l'échiquier. C'est pas tellement qu'on va peut-être trouver forcément d'ailleurs les meilleurs coups, etc. Mais il s'agit de se préparer spécifiquement contre l'adversaire et l'embêter le plus possible. c'est pas évident. En fait, il faut voir que Tkatchev est un très très grand psychologue. C'est-à-dire qu'il arrive à prévoir les ouvertures qui vont arriver. Notamment contre Laurent Fraissinet, où il avait prévu les positions qu'il a eues avec les blancs et les noirs dans les matchs de départage. Il avait prévu les positions le matin, il avait déjà joué ça en partie d'entraînement. Donc il arrive à sentir ce que va jouer son adversaire. Donc ici, Vladislav Tkatchev, aucun doute. C'est une sorte de gourou magnétique. Un petit peu. Il est très 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 malin. Donc on peut imaginer que Vladislav Tkatchev avait bien entendu cette position le matin devant son échiquier. La suite est forcée, ici après petit roc. Quand on a joué des 5, il faut jouer des points C4, puisque sinon maintenant le pion D5 va finir par être en prise. Et là, cavalier CB5. Une petite menace sur la dame.
on voit tout de suite un problème, Stéphane, c'est que la dame était en train de défendre le pion C4. Donc le prochain coup de Vladislav Tchatchev, c'est pion prend C4. Alors à noter, justement j'y ai pensé tout à l'heure, si les noirs jouent le seul coup qui continue à protéger le pion dame C5, eh bien les blancs gagnent encore du temps. Ce qui jouerait sans doute le coup fou à 3. Avec plaisir. Avec grand plaisir, qui pose d'énormes problèmes. Fou à 3. À noter que la dame doit partir maintenant, parce qu'il y a le pion E7 qui sera en prise aussi. La dame doit aller en E5. Ouais. Et maintenant, on joue simplement pion prend C4. Ici, que fait la dame ici, Stéphane? Je ne sais pas. Oui. On compte les pièces sorties. Eh bien, il y en a 4 pour les blancs et 2 pour les noirs. Sachant que la dame ici va encore devoir perdre du temps. Grosse position, hein, avec un fou G2 énorme. Ouais, ici, ça difficile. compense largement. Ça va être tout le débat de la partie de toute façon. Ouais. La faiblesse de structure de ce pion C4, qui est isolé de son autre pion. Donc mais on peut même se demander, Éloi, si le coup cavalier F3, tout simplement, permettait pas cavalier C7 avec gain de la qualité. Oui, c'est également possible de regarder des variantes comme ça. Mais ici, après qu'il y ait CB5, le coup dame C5 n'est pas bon, puisqu'il permettrait aux blancs de sortir une pièce en gagnant. Donc ça veut dire que les noirs n'ont pas trop le choix. Il faut mettre la dame sur une autre case. Et alors, si on la remet sur sa case de départ, c'est un peu un aveu d'impuissance. C'est pas très conquérant. C'est pas très conquérant. Donc il reste quasiment qu'un seul coup à jouer. Alors il reste 2 cases, la case B6 et la case D7. Maxime a choisi la case B6. Et Arnaud Auchard nous a confirmé que la case D7 était probablement un peu plus intéressante. C'est une case non naturelle, hein, c'est pour ça que Maxime n'est pas Mais là-dessus. c'est peut-être pour échanger les dames. Peut-être on peut jouer E5. Voilà, l'idée est de préparer A6, chasser ce cavalier, Ouais. puis E5, chasser l'autre cavalier, ensuite échanger les dames et jouer avec une meilleure structure de pion. Parce qu'il faut voir que les blancs vont jouer pion prend C4, Donc, se retrouver avec un pion C4, donc on peut regarder par exemple. un dame pion D7. isolé. Un pion isolé. Un pion, voilà. Donc imaginons, pion prend. Pas vraiment un pion isolé, mais ouais, Et pion maintenant, prend. Maintenant on commence par A6, on chasse le cavalier. on chasse le cavalier. Le cavalier revient sur la case C3, il n'y en a Très pas d'autres, il n'y a pas de coup intermédiaire. Ouais. Et là, Et maintenant plusieurs options, soit E5. ça très a l'air intéressant. même très dangereux à cause du fou G7 derrière. Ah non, mais non, parce qu'il va être Alors bouché. E5 va être bouché. ça bouge le fou. Ça Mais en bouge. revanche, le coup tour D8 Par exemple, oui, très fort. est pas mal du tout. Ouais. Tour D8 est pas On mal va- du on tout. va On pouvoir- attaque ce cavalier, on a le fou qui va rejouer. Dès qu'on peut, on sort le cavalier sur la case C6. Mm. Si jamais on échange les dames, et ben on va s'apercevoir que le fou C8 va pouvoir sortir. Mm. Il aura le champ libre. Et ici, les noirs égalisent assez facilement. Donc peut-être dame B6, après qu'il y ait CB5. Et qui est peut-être un coup imprécis Une première petite imprécision de Maxime. de Maxime. Pion prend C4. A6. A6 quand Normal. même, donc on attaque. Ah, il faut chasser ce cavalier, il était on trop attaque fort. Voilà, on attaque ce cavalier. Maintenant, Cavalier cavalier C3. C3. Et ici, tour D8. Tour D8. Mais là, ouais, d'accord. Donc là, quand même, il y a quand même pression sur la colonne D, hein, Éloi, parce que le cavalier D4 est cloué. Oui. C'est-à-dire que s'il bouge, évidemment, la dame est perdue. Voilà. Donc, comment protéger? Alors, à noter que tour D8 n'est pas le plus précis, toujours d'après Arnaud Auchard, parce que c'est lui qui a analysé les parties de Maxime, qui connaît très bien ce genre de truc. Donc c'est son entraîneur, il entraîne... Il entraîne Maxime. Alors, oui, alors parce qu'aux échecs, évidemment, Maxime joue mieux qu'Arnaud Auchard. Hein, ça se voit au classement Elo, il a presque 2600 alors que Arnaud a 2500. Mais en revanche, Arnaud arrive à faire progresser Maxime, tout simplement parce qu'il travaille avec l'ordinateur, il prépare les variantes, il a une grande connaissance générale des échecs. Et puis, Donc, c'est toujours bien d'avoir un coach, même s'il est inférieur, mais il connaît les faiblesses de son poulain et il va le faire travailler dans les bonnes directions, alors que soi-même, on a peut-être du mal des fois à voir ses propres faiblesses. Et surtout, donc Arnaud Auchard n'est pas un compétiteur. Il aime pas jouer, il aime pas prendre des risques, il aime pas perdre. Un peu comme Yossif Dorfman en fait. C'est Plutôt un Yossif Dorfman à la chercheur, en fait, française. C'est ça, finalement. Voilà. exactement. Donc ici, Plus à l'aise dans le rôle d'entraîneur que de d'après joueur. Arnaud, tour D8 n'était pas le coup le plus précis. On pouvait essayer cavalier G4, qui est un coup original, qui Avec libère le cavalier- fou G7, Ah, qui attaque. le cavalier D4 avec la dame B6. Après analyse, donc poussé évidemment, il semblerait que le coup cavalier G4 ne pose encore toujours pas de problème. D'accord, alors, tour D8. Tour D8, Il y a quand même un clouage. Hein. fou E3. Ah, fou E3. Alors, le problème de fou E3, on se dit, qu'est-ce qui se passe, Éloi, sur le coup E7, E5, qui a l'air de gagner le cavalier, puisque si le cavalier bouge, eh bien, la dame D1 est perdue. Oui, tout à fait. Alors le coup E5 est tout à fait légitime. Maintenant, l'inconvénient de ce coup, c'est que le fou perd en impact. Ouais, mais enfin, si ça gagne une pièce, Effectivement. C'est pas la une pièce, question. C'est pas très grave. voilà. Deux possibilités ici pour les blancs. Un, bouger le cavalier, parce que même si on perd la dame, eh bien, on prendra la dame ennemie. Ou deux, faire un petit coup astucieux qui serait dame B3, Ah, dame B3. qui attaquerait la dame Donc, et classique. qui permettrait au cavalier de reprendre. Mais je pense que le meilleur coup ici, dans cette position, on veut échanger les pièces, on joue cavalier B3.
tout simplement. Qui est B3, qui a un coup... Et en fait, la dame B6 est aussi elle-même attaquée par le fou E3. Notons que si on fait dame prend fou, combinaison qui pourrait être tentante, perd pour plusieurs raisons. Simplement, pion prend dame déjà va gagner une qualité, mais aussi on peut jouer dame prend D8 échec intermédiaire. Oui. Il n'y a rien à trouver dans cette position. Il n'y a rien à trouver. Et si tour prend dame, évidemment, on prend la dame. Et c'est un simple échange de... Si tour prend dame, on joue fou prend dame. Voilà. Et ici, là, c'est la vraie catastrophe maintenant, parce qu'on voit que le cavalier B3 va sauter sur la case A5 et attaquer le pion B7. En plus du fou. On n'a plus de tour sur la 8e, en plus du fou. Donc ici, les pièces noires sont trop mal placées. Là, on ne peut plus s'en sortir. Trop d'activité pour les blancs. Parce qu'en fait, c'est là que ça se joue la partie, c'est sur l'activité des pièces blanches. Très bien. Donc tout le problème de Maxime, c'est d'essayer d'annihiler cette activité des pièces blanches pour essayer au final de faire valoir ce petit affaiblissement en C4. Mais c'est très dur. Donc E6, choisi par Maxime, mais là, la position va commencer à se dégrader assez rapidement. Après le bon coup de Vladislav Tkatchev, dame B3. Quand même, hein, donc même s'il avait joué au 5, il aurait certainement joué ce coup-là. Oui, dame B3. Alors avec l'idée, c'est que sur dame prend dame, on va reprendre soit du cavalier, soit du fou, soit du cavalier, soit du pion. Les deux vont être très forts. La dame B6 a exercé un travail défensif trop important. Le pion B7 va être faible. Toutes les cases sont faibles une fois qu'il n'y a plus la dame. Quand le cavalier revient, c'est vraiment trop dur. Donc ici, il faut garder la dame. Dame D'accord, C7. dame C7, ok. Et maintenant, tour AD1. Mais là, la position blanche, Stéphane, commence à être vraiment très forte. Ça se voit au niveau des pièces sorties. Oui, parce que les noirs ont toujours un problème. Imaginons fou D7 pour sortir ce fou, hein, Oui. déjà qui est très enfermé, c'est sa seule case de développement. Eh bien, c'est pas possible, puisque le pion B7 est sous le feu de la dame, tout simplement, de la dame et du fou. Voilà, ça gagnerait un pion. Et la partie. Et la partie, puisque la position devient écrasante, ça va être très difficile de tenir. Simplement, par exemple, sur tour A7, on jouait dame B3. On voit que maintenant la tour aussi a des problèmes avec le fou. Risque d'avoir des problèmes avec le fou. Les fameux rayons X. Tout à fait. Si trop difficile, encore une fois, donc cette position. Donc c'est très difficile pour les noirs de se développer, c'est la clé. Alors imaginons que les noirs, par exemple aussi, se développent avec cavalier BD7, et bien c'est le coup de la partie. Voilà, il faut sortir ces pièces, hein, sinon on va se faire écraser petit à petit, les blancs vont prendre de plus en plus d'espace, et on aura de moins en moins de possibilités. Autre chose, Stéphane, c'est que BD7 s'inscrit dans un plan qui est de mettre le cavalier en C5 pour bloquer ce pion. Et en même temps gagnerait du temps sur la dame. Et gagnerait du temps sur la dame. Donc ça, c'est un bon coup, a priori très logique. Donc Vladislav, logiquement également, empêche le cavalier d'arriver en C5. Maintenant, sur cavalier C5, on voit que ça perd tout de suite une tonne de matériel. Alors maintenant, il y aurait cavalier prend, dame prend forcé. Dame prend, et maintenant, cavalier prend E6, je suppose. Voilà, cavalier prend E6, attaquant à la fois la dame par le fou, et le cavalier va prendre la tour D8. Là, il y en a trop. Là. La dame est attaquée par le fou, c'est la plus grosse menace, donc il faut enlever la dame et la tour D8 est perdue. Elle est également attaquée par le cavalier. Ouais, donc c'est énorme. C'est une attaque à la découverte, on appelle ça. Hein. C'est ça, une découverte. Donc ici, après cavalier A4, il n'est pas question de jouer cavalier C5. La position de Maxime est très délicate déjà, puisqu'on voit plusieurs plans possibles pour Vladislav Tkatchev. On voit sans doute la menace C5 qui va se profiler. C5 puis C6 éventuellement. Donc on voit quand même, comme un bélier. Si on regarde un peu cette position du côté gauche, c'est qu'il y a une domination sur les cases noires pour les blancs de ce côté-là. Et sur les cases blanches. Et sur les cases blanches aussi avec le fou. Hein. Donc il y a deux fous merveilleux. Deux fous énormes. Bien dans le style de Vladislav. Mais on le voit peut-être plus spécifiquement sur les cases blanches, sur les cases noires, pardon, puisque les pions, les pions noirs, voilà, on contrôle toutes les cases, et les pions noirs sont sur blanc. Hein. Donc voilà, donc ils contrôlent plus. D'ailleurs, la seule pièce en dehors de la dame qui est la plus puissante, qui contrôle un peu des cases noires, c'est le cavalier D7. Donc on se dit que ce cavalier D7, il faudrait ne pas le bouger en fait. Oui, tout à fait. Donc Maxime, dans cette position, a choisi de jouer cavalier G4. Un coup d'apparence logique. Il essaie d'éliminer le fou, mais bon. D'apparence logique, puisqu'on veut jouer cavalier prend fou. Évidemment. Éliminer cette belle pièce. On remarquera que le cavalier F6 ne servait pas spécialement à grand chose pour le moment. Ça libère aussi de l'action du fou G7. Mais c'est un peu un aveu d'impuissance, ce coup cavalier G4, parce que ça veut dire qu'il ne sait pas comment s'en sortir de ce côté-là. Très bien. Alors là, maintenant, il ne faut pas Fou perdre G5. de temps aux échecs. Quand on est attaqué, en général, il faut répondre par une attaque. Ça, c'est si on peut. Si on peut, pour éviter que l'adversaire se regroupe et puisse disposer ses pièces. Fou G5 attaque la tour, mais là, la position commence à devenir très délicate. Alors déjà, on peut voir un coup qui serait une énorme faute. Ça serait de jouer F6. Oui, F6. C'est pas possible. On l'a dit plusieurs fois dans Diagonale, Stéphane. Voilà. C'est l'avancée du pion F est toujours trop tôt. Trop tôt. Et ici, ça se heurte à ce thème. Fourchette, le mot fork. Fork, hein. Mais oui, très forte. Ouais. Attaque tout, Attaque gagne une tour, gagne toute la maison. Donc F6, impossible.
Une alternative, ça pourrait être tour E8. Mais bon, on comprend aisément que Maxime n'ait pas voulu jouer ce coup. La tour est complètement passive. Maintenant, derrière son pion, elle ne contrôle plus rien. Donc on n'a pas envie, on est écrasé, c'est-à-dire que là on va plus pouvoir sortir, on va étouffer. Simplement le coup H3, on va chasser ce cavalier, on va revenir dans la position d'avant. La tour en D8 exerçait quand même un travail sur le cavalier, elle n'est plus là maintenant, donc ici, peu d'espoir de survie. Les pièces blanches sont trop fortes, tout simplement. Donc fou G5, dans le doute, Maxime s'est dit je vais essayer d'échanger des pièces, ce qui est un bon raisonnement. C'est un bon réflexe. Quand vous n'arrivez pas trop à vous défendre, essayez d'échanger des pièces. Donc il a joué fou F6. Ou quand on ne sait pas quoi faire aussi. Échanger des pièces. Quand on ne sait pas quoi faire. Quand on ne sait pas quoi faire, échanger des pièces, c'est une très bonne solution. Fou prend F6. Donc là, cavalier D prend F6. Alors ça, par rapport à la remarque qu'on a fait tout à l'heure, semble une petite imprécision de plus. Oui. Puisqu'on enlève un contrôle supplémentaire sur les cases noires. Donc, puisque ce cavalier D7 contrôle encore un petit peu les cases noires du côté gauche. Oui, le coup cavalier G prend F6 était probablement préférable pour garder le contrôle de la case. Même si on voit bien que les noirs restent extrêmement regroupés, ça reste très difficile pour eux. Mais c'était peut-être plus précis. Ici, le problème, c'est après le coup C5, on bouge plus. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge. Alors que se passe-t-il sur ce coup-là? Domination totale. Si on joue cavalier prend C5, elle loin. Cavalier prend C5, eh bien, on peut utiliser le clouage. Donc il y a plusieurs possibilités pour utiliser le clouage. Le plus adapté semble être dame C3. Voilà, le cavalier ne peut plus bouger puisque la dame serait perdue. Exactement. Autre chose aussi, on a un œil sur le cavalier ici. Ouais, c'est important également. Et si les noirs jouent E5, une contre-attaque? Alors, B6 c'est impossible, très important Stéphane, à cause du fou G2 qui prend la tour. Bien sûr. Donc, ça, c'est pas bon. Donc ici, une contre-attaque E5, ça a l'air d'être un peu un coup d'épée dans l'eau, il suffit de bouger le cavalier. On va menacer cavalier E6. Oui, bien sûr, mais on va jouer cavalier B3 sans doute. Alors, cavalier B3, et sur cavalier E6... Eh bien, tout simplement... Dame prend dame. Dame prend dame. Puisque sur cavalier prend, la tour D8... La tour D8 est en l'air, voilà, c'est ça. Bon, donc sans surprise, déjà, il y a du... Donc il faut prendre. Donc il a repris du cavalier D. Maintenant, dame B6, coup très fort. Donc là, c'est du calcul. Alors il y a beaucoup de calculs, mais il y a également un autre facteur, Stéphane, qui est positionnel, c'est celui-ci. Donc là, évidemment, Vladislav Tchatchev a tout calculé jusqu'au bout, de toute façon, parce que c'est pas très compliqué. Enfin, en tout cas pour lui, c'est simple. Mais ici, stratégiquement, il se passe que le défenseur, c'est la dame C7. Oui. C'est la seule pièce qui tient encore les cases noires. Si on échange cette pièce, eh bien, invasion du cavalier, réveil du fou, éventuellement dès qu'il prend C8, pion B7 qui tombe. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Donc ici, il fallait enlève la éliminer pièce, le défenseur. Voilà, on enlève la pièce qui défend encore un peu la baraque. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe si les noirs, par exemple, prennent le pion C4? Alors, dame prend C4. Il y a la tour D8 en prise. La tour D8 est en prise. Malheureusement, avec échec. Donc il n'y a pas trop de choix. Le meilleur coup semble encore d'échanger les dames. Alors, dame prend dame, il y a un autre problème, Stéphane, qu'on va voir tout de suite. C'est cavalier prend. Tour B8 obligatoire. Et ici, j'étais en train de me dire où est-ce qu'on allait mettre ce cavalier. Il y avait plusieurs possibilités. J'envisageais cavalier C6, mais enfin cavalier C6, ça a l'air de ne pas marcher. Donc simplement cavalier F3. Et l'idée, c'est que... L'idée, c'est que la tour ne peut pas bouger. Et si on échange, il y a une invasion de la 8e. Oui. Ah oui, là, on est en plein dedans, Stéphane. On va envahir ici. Impossible d'empêcher ce coup. Et le fou C8 sera perdu. Et le fou C8 sera perdu. On voit les pièces noires complètement muselées. C'est une catastrophe. C'est énorme. Tour D7, le seul coup joué par Maxime. Donc défense de la dame, du coup. Il peut pas échanger ni jouer autre chose. Donc, Et là, ça se finit assez mal. Après le coup C5, il n'y a tout simplement plus de coups. Il n'y a plus de coups. Donc là, c'est quasiment un zugzwang en fait. La menace, c'est C6. Pion prend C6. Fou prend C6. Et il va attaquer les deux tours. Les deux tours sont en prise, ouais, d'accord. Donc il n'y a plus de défense. Tour B8. Tour B8. Et belle conclusion ici de Tchatchev avec dame A7. Enferme la tour. Ouais. Maintenant, la tour peut plus revenir à 8. Alors, quelle est la menace? La menace, c'est... alors, il y en a plusieurs, hein, mais je crois que C6, c'est la menace qui va faire très mal. Cavalier B6 aussi va sûrement faire très mal. Enfin, il n'y a plus de coups. Il n'y a tout simplement plus de coups pour rien. Donc, il l'a étouffé, en fait. Hein. Il l'a étouffé complètement. Ouais, on voit que là, c'est domination stratégique totale de toutes les pièces blanches. Alors, Maxime a encore essayé E5. Qui permet un beau finish. Ah, voilà. Donc, combinaison finale. Donc, faites-vous la main. Voilà, faites-vous la main. Les blancs jouent et gagnent. Les blancs jouent et concluent cette partie. Donc là, vous arrêtez votre émission. Vous appuyez sur pause. Vous appuyez sur pause et vous essayez de trouver le bon coup. Et ici, le bon coup, c'était bien entendu cavalier C6. Étonnant, puisque le cavalier est en prise. Alors, si on prend le cavalier, par exemple... C'est obligatoire, Stéphane. En fait, ce qu'il faut vous voir, c'est d'abord chercher un autre coup que de prendre le cavalier. Alors, la tour B8 est attaquée, on ne peut pas la défendre. Alors, comment on le prend? De la dame? De la dame, il y a fou prend dame. Ça fait mal. Et après, il y a encore la tour qui tombe. On a perdu la dame. Et donc, pion prend est obligatoire. Et ici,
petite conclusion tranquille. Tour pont D7. Ah, superbe. On attaque. Alors, on a éliminé le défenseur de la dame, ce qui veut dire que maintenant, sur cavalier prend D7, la dame C7 est en prise. Voilà, donc il Dame faut. prend dame. Donc le seul coup qui reste, si on fait dame prend dame, eh bien on a perdu une tour. Sur dame prend dame, la Enfin, tour qui était attaquée, On a perdu une pièce. une pièce. Une qualité. Une qualité, pardon, oui, c'est Mais ça. bon, Tour contre pièce. ça suffit maintenant, Mais- puisque on reste toujours avec le problème de Tour source. contre pièce, et à ce niveau-là, c'est mort parce Ça qu'il n'y a, pardonne. y a rien, il n'y a pas de pion de plus, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Et la dernière petite variante, Stéphane. Bah, dame prend D7 peut-être, Oui, dame prend D7, dame prend B8. Voilà, c'est ça. tout simplement. Donc c'est la tour qui n'est plus défendue. Et là, pareil, Et là, on c'est a fini. gagné Là, on a une qualité plus, aussi. Et toujours qu'il y a B6 qui Qu'il y a arrive. les B6 C'est derrière. qui sera perdu. Donc une très très belle partie, Stéphane, de Vladislav Tkatchev. Il a sorti toutes les pièces au centre, il a bien joué, il a bien dominé son sujet. Donc une réalisation impeccable comme d'habitude. Et Maxime qui n'a pas réussi à trouver les bonnes défenses. Eh ben, je crois qu'on a repris décidément très fort cette nouvelle émission, puisqu'on arrive au terme déjà. Donc ça va très vite, hein, finalement, 52 minutes. Et oui. Et je crois qu'on a bien fait le tour de la rentrée. Alors évidemment, la prochaine émission, c'est quoi? Eh bien, c'est le top du top de cette rentrée. 2006-2007, c'est la réunification du championnat du monde attendu depuis 1993. Le vainqueur de Kasparov en l'an 2000, Vladimir Kramnik, va enfin rencontrer un challenger. Il a rencontré Peter Leko il y a 2 ans, mais c'est passé un peu à l'as. Mais cette fois, il va rencontrer le champion du monde FIDE, celui que tout le monde attend, Veselin Topalov, le numéro 1 mondial de la liste. Ça va chauffer. Ça, c'est un très très beau match. Et ben, on va vous donner une preview dans la prochaine émission. Et on va voir avec analyse des deux parties de chacun des deux joueurs. Là, j'ai pas des deux joueurs et on suivra les championnats du monde. Bien entendu. On suivra le championnat du monde sur Diagonal. Alors, à très bientôt sur Diagonal TV. Merci de nous avoir suivis, merci de nous être fidèles. Inscrivez-vous sur la newsletter de Diagonal TV sur diagonaltv.com et vous recevrez toutes les news de l'émission. On a besoin de vous pour continuer à exister, parce que si Diagonal sans téléspectateurs, ça n'a pas de sens. On est d'accord Bien là-dessus ? entendu. Voilà. Et donc à très bientôt. Et je crois qu'on peut envoyer le générique.